Merci. Merci beaucoup. Le 3 avril dernier, nous avons été invités sur le plateau de la chaîne Live TV dans le cadre de la fête de la Renaissance. Ainsi, aux environs de 19 h, nous nous sommes rendus au siège Live TV pour que cette émission ait lieu. Et au cours de cette émission, des préoccupations nous ont été posées, notamment sur les événements de 2010. Et nous nous sommes évertués à donner les explications concernant ce qui s'est passé réellement en 2010. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que nous tenons ce genre de propos. Nous avons été toujours constants depuis 2010-2011 sur les explications que nous donnons. C'est pourquoi nous avons été surpris, vraiment surpris, que ce soit maintenant, en 2025, alors que le débat a eu lieu vraiment en abondance. Nous avons été surpris que ce soit maintenant que M. Bamba Yakuba se sente diffamé. Et donc, suite à cette émission-là, il a déposé une plainte devant le procureur, une plainte en diffamation, disant que nous l'avons accusé de faux et les propos que nous avons tenus tendent à le livrer à la vindicte populaire et exposerait sa famille. Et c'est pourquoi nous avons été donc convoqués manu militari, parce qu'on n'a eu que 24 heures, nous avons été convoqués manu militari à la préfecture de police, à la direction des enquêtes générales. Effectivement, nous nous sommes rendus à cette convocation, malgré le délai très court qui nous a été donné. Nous avons bénéficié à cet effet de la solidarité, du soutien, de l'appui de toute la haute direction du parti, depuis le président du parti, en passant par le président exécutif, le secrétaire général, les responsables de la direction, les élus. En tout cas, le parti s'est mobilisé pour qu'ensemble nous allions répondre à cette convocation. Et nous sommes allés et on nous a demandé notre version des faits. Ce que je voulais dire concernant ces faits, c'est que il n'a nullement été question de diffamation. Nous avons expliqué ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est simple. Vous savez, lorsque nous recueillons l'ensemble des votes, une fois que le scrutin est terminé, la commission électorale, la commission centrale, recueille l'ensemble des votes, des procès-verbaux, avant la proclamation des résultats. Mais nous avons un mode opératoire que nous nous sommes librement fixés et qui doit régir le processus de proclamation des résultats. Et ce mode opératoire dit que, en aucun cas, un commissaire, fût-il le superviseur d'une région, ne peut proclamer de façon cavalière et unilatérale un résultat. Tout résultat qui doit être proclamé doit passer par la trame de la consolidation. Qu'est-ce que c'est que la consolidation? Comme je l'ai dit, la consolidation est une forme de séance plénière de la commission centrale. L'ensemble des 31 commissaires se réunissent donc et analysent les résultats. L'analyse consiste simplement à veiller à la conformité des chiffres qu'on annonce. Je veux dire quoi? Veiller à la conformité du nombre de votants, du nombre d'inscrits avec le nombre de votants, du nombre de suffrages exprimés
à l'endroit de chaque candidat, des bulletins nuls, des bulletins blancs, voilà, avec le suffrage exprimé. De veiller à ce que les procès-verbaux ont été régulièrement signés par les représentants des candidats. Si cela n'a pas été fait, il faut le motiver. De veiller aussi à ce que les élections se soient déroulées dans un environnement sécuritaire, paisible, dans le but de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin. Donc, une fois que ça s'est fait, une fois que le débat a lieu sur ces faits-là, il y a un minimum de consensus qui se dégage. Et à partir du moment où le consensus est dégagé, le secrétariat, voilà, saisit le procès verbal, en distribue le procès verbal des résultats, en distribue copie à chaque commissaire, dont le porte-parole de la CEI, en l'occurrence en 2010, M. Bamba Yacouba, a charge pour lui d'aller les proclamer. Voilà. Voilà un peu le principe, si je peux le résumer ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Dans les faits, c'est que dès la clôture du scrutin, alors même que l'ensemble des commissaires n'avaient pas encore regagné le siège de la CEI pour participer à la plénière et donc à la consolidation, les résultats de la diaspora ont afflué. La diaspora, comme vous le savez, sont les élections qui ont lieu en dehors du territoire ivoirien. Et Bamba Yacouba a réceptionné tous les résultats de la diaspora. Et sans même que cela ne soit passé par la trame de la consolidation, sans que les commissaires n'aient eu connaissance de ces résultats de la diaspora, encore moins n'aient participé à leur analyse, il les a proclamés tels qu'il les a reçus. De façon unilatérale et de façon cavalière. C'était la première violation flagrante du mode opératoire. Deuxièmement, M. Bamba Yacouba, qui était le superviseur des élections en France, quand il a reçu les résultats, il n'a pas fait partager ces résultats-là en commission centrale. Il a proclamé de façon cavalière et unilatérale les résultats de la France. Que dit, quand je dis proclamer, il a pris sur lui la responsabilité d'invalider le scrutin en France. Dans toute la France, il a invalidé le scrutin. Voilà. Et donc, il s'est arrogé des droits, des compétences qu'il n'avait pas. Que le mode opératoire ne lui donnait pas. Et il s'inscrit dans une logique de violation des règles que nous sommes fixées. Voilà. Et lorsque nous l'avons appris, puisque quand les informations sont tombées dans le domaine public et que nous l'avons appris, à la commission centrale où nous sommes réunis, on lui a fait ce reproche. Il a reconnu les faits. Il a présenté ses excuses. Et il a promis que cela ne se répéterait plus. Et donc, nous en avons pris acte. Et quand les commissaires sont rentrés, nous avons commencé le travail de consolidation à proprement parler. Dans les régions du sud de la Côte d'Ivoire, on n'a pas eu trop de problèmes. Très tôt, nous sommes parvenus à un minimum de consensus sur des régions du sud. Par contre, dans les régions du nord, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et ce qui a attiré notre attention, c'est la région de la vallée du Bandama. Celle qu'on appelle aujourd'hui la région du Béké. La région de la vallée du Bandama, c'est-à-dire le département de Boaké et de Katiola. Là-bas, Bamba Yacouba était le superviseur des élections. Et on s'est rendu compte à l'analyse des suffrages exprimés à l'endroit de chaque candidat qu'on avait ajouté arbitrairement 100 000 voix au candidat Alassane Ouattara. Et tout le monde l'a vu, l'a constaté.
Et quand on l'a fait remarquer à M. Bamba Yacouba, tout honteux, il a trouvé comme réponse, même si on enlève les 100 000 voix dans le total des voix de M. Ouattara, il est toujours vainqueur des élections du deuxième tour. Voilà comment il justifie ça. Et nous, on s'est dit non. Quand on enlève les 100 000 voix, on vérifie en profondeur tout ce qui s'est passé dans le Nord. Parce que ça, c'est un indice. C'est un indice. Voilà comment on sort les procès-verbaux des différentes régions du Nord. Mes chers amis journalistes, nous nous rendons compte du gros scandale électoral, de la grosse fraude qui a eu lieu. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu plus de suffrages exprimés que d'inscrits. C'est là qu'on se rend compte que les PV ne sont pas signés. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un candidat qui obtient plus de voix que le nombre de votants. Voilà. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'élection. Parce qu'ils ont bourré les urnes dans le Nord. Car, le jour des élections, quand on a fait le point à mi-journée, nous étions à un taux de participation de 60%. Théoriquement, il était impossible de rattraper le retard. Le candidat Ouattara, théoriquement, il ne pouvait plus rattraper le retard sur le président Laurent Gbagbo. Et à partir de ce point, à partir de 13 h, quand on a fait le point, dans les minutes qui ont suivi, les violences se sont déclenchées au Nord. Ils ont chassé tous les représentants dans les bureaux de vote. Ils ont commencé à exercer des violences. Et c'est pourquoi, dans plus de 500 bureaux de vote que nous avons dénombrés, alors qu'au premier tour, le président Laurent Gbagbo avait des voix, il y a eu 0 voix. C'est-à-dire même ses propres représentants dans les bureaux de vote n'ont pas voté pour lui. N'ont pas voté pour lui. Voilà. Donc ça a été un gros scandale. Et c'est ce que nous avons toujours relaté. C'est ce que nous avons toujours dit. Et c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique. Donc, que M. Bamba Yacouba se sente aujourd'hui diffamé, alors qu'il est l'un des artisans de cette forfaiture, je suis surpris. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui. Il ne faut pas qu'il se fasse passer pour la victime. Il ne faut pas qu'il se fasse passer pour la victime. Donc, en tout cas, nous avons donné notre part de vérité. Et donc, nous sommes très à l'aise sur ce débat. Voilà. Nous sommes très à l'aise sur ce débat. Et ce débat va nous amener à convoquer les procès-verbaux. On va nous sortir, nous allons réclamer qu'on sorte tous les procès-verbaux. Et les procès-verbaux existent. Parce que quand nous clôturons le scrutin, voilà, pour l'archivage, nous conservons les procès-verbaux à l'endroit de 3 destinataires principaux. Le procès-verbaux de tout le vote. Donc il y a un paquet que nous faisons, des procès-verbaux que nous faisons pour la commission électorale indépendante. Il y a une copie des procès-verbaux que nous faisons pour le représentant du facilitateur, qui est M. Baldini, qui représentait M. Blaise Compaoré. Donc lui aussi, il a ses procès-verbaux. Et puis, un autre destinataire, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, toutes ces 3 institutions sont censées avoir les procès-verbaux des élections de 2010. Et donc, s'il estime qu'il a été diffamé, bon, on sera obligé d'analyser les procès-verbaux en profondeur pour voir s'il dit la vérité. C'est à partir de là qu'on saura vraiment s'il est diffamé ou pas. Donc, nous sommes très à l'aise. Nous sommes très à l'aise parce que ça va permettre
à l'opinion de se rendre compte de ce qui s'est réellement passé en 2010. Voilà. Les vérités qu'on cachait, ça va nous permettre de les découvrir. Et on verra bien qui est détenteur de la vérité, qui est diffamé, qui est méprisé. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que nous avons déclaré hier devant la direction générale des enquêtes, enfin la direction des enquêtes générales de la préfecture de police, où nous avons été manu militari convoqués à la demande de M. Bamba Yacouba. Merci pour votre attention. Merci, deuxième vice-président du CRC. Nous allons à présent ouvrir. Ok, d'accord. Nous allons ouvrir la série de questions-réponses. Chers collègues, nous allons prendre 3 premières questions. Et puis, vous levez votre main, vous dites votre nom et l'organe pour lequel vous travaillez. Et vous posez votre question de façon concise et précise, afin qu'on puisse y répondre le plus clairement possible. Merci. Yannick Bayard, la voix originale. J'ai une question pour le vice-président Damana Pikassi. Monsieur le vice-président, lors de votre passage sur le plateau de Live TV le 3 avril 2025, vous deviez, selon vos dires, évoquer la fête de la Renaissance prévue les 11 et 12 avril à Dabo. Nous l'avons constaté. Pourtant, l'émission a presque exclusivement porté sur les événements de 2010. Et c'est de votre propre initiative que vous avez brièvement abordé la fête et lancé un appel à la fin de l'émission. Voici ce qui s'est passé. Vous avez exprimé tout à l'heure votre étonnement d'être convoqué aujourd'hui alors que vous aviez déjà largement communiqué sur ces faits vieux de 15 ans dans les canaux. Au regard de la plainte déposée par M. Yacouba Bamba, Monsieur le vice-président, ne pensez-vous pas que l'ACTV vous a en réalité tendu un piège médiatique pour créer un prétexte à des poursuites judiciaires supplémentaires? Merci. Deuxième question. Il y en a? Il n'y en a pas? L'exposé a été assez clair. Bonsoir, petit Didi, le journaliste à l'interne. Vous avez parlé tout à l'heure des procès-verbaux de 2010. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qui a la capacité de demander au Conseil constitutionnel, à la CEI ou au facilitateur de faire ressortir ces procès-verbaux-là? Vous faites la lumière sur cette affaire. Oui. Plus de questions? Monsieur le deuxième vice-président de la Réunion. Oui, oui. C'est tout le monde. C'est tout à l'heure. D'accord. Effectivement, et le président de la commission communication du parti nous est témoin, c'est avec son collègue César et tout. C'est eux qui ont coupé le rendez-vous avec la FTV et il était question de parler de la fête de la Renaissance. Bon, nous nous sommes invités, et donc nous sommes livrés pratiquement aux journalistes et on s'attendait à ce que l'émission porte sur la fête de la Renaissance. Malheureusement, c'est plutôt sur les événements de 2010 que l'essentiel du débat s'est focalisé. Et vous l'avez si bien dit, j'ai dû botter en touche la dernière question pour parler de ma propre initiative de la fête de la Renaissance. Voilà. Bon, dire qu'ils m'ont piégé, bon, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas, d'autant plus que
tout ce que j'ai dit, je l'ai dit en toute honnêteté, en toute liberté, sans pression. Parce que je n'avais rien à cacher et ça a été la vérité. Voilà. C'est pourquoi je suis constant. Voilà. Et si Dieu me donne même de passer plus d'un siècle sur la terre, je dirai la même chose. 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Voilà. Donc, il n'y a rien à se cacher. Nous sommes dans un pays où il faut que nos concitoyens sachent la vérité sur ce qui se passe. Voilà. Donc, sur les événements de 2010, beaucoup de choses ont été dites. Voilà. Mais, vous avez, en dehors de ma personne, voilà, vous avez aussi d'autres témoignages. Voilà. Il y a des supports audiovisuels que vous pouvez consulter. Il y a des commissaires qui sont encore en vie, qui sont là, de 2010. Voilà. Donc, qui sont prêts aussi à témoigner. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier à se faire. S'ils ont voulu me piéger, libre à eux de le faire, mais moi, je ne me suis pas senti piégé. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, pour la seconde question, mais il y a ce qu'on appelle la continuité du service. Donc, même si les dirigeants de ces institutions ont changé, mais ils ont un service d'archives. Et je le dis, ils doivent pouvoir conserver ces archives-là des élections de 2010. Nous leur avons déposé les procès-verbaux. Donc, il y en a à la commission électorale indépendante, il y en a au niveau du Conseil constitutionnel, voilà, et puis il y en a au niveau du facilitateur. Donc, pour nous, si un procès venait à être ouvert, voilà, nous allons demander qu'on nous sorte les procès-verbaux, pour qu'on voie effectivement qui a raison, et c'est celui qui a raison, voilà, sinon c'est celui qui a raison qui est diffamé, parce que c'est à son endroit qu'on dit des choses mensongères. Voilà. Donc si Bamba Yacouba, au terme de l'analyse des procès-verbaux, a raison, bon ben, en ce moment-là, sa plainte en diffamation aura un sens. Dans le cas contraire, je crains fort que bon ben, c'est soit lui qui nous présente des excuses. Mais je le dis, nous au PPA, nous sommes très à l'aise sur cette question. Sur les événements de 2010, sur les élections de 2010, nous sommes très très à l'aise. Et nous sommes prêts, même jusqu'à aller à un procès, nous sommes prêts à le faire. Voilà. Pour que toute la lumière soit faite. Nous n'avons rien à cacher. Plus de questions? Oui, merci. Moi, je voudrais dire que ce qui s'est passé après le passage de deuxième vice-président du CSP sur le plateau de Live TV, qui donne aujourd'hui l'occasion à M. Bamba Yacouba, qui avait eu cette occasion plusieurs fois, puisque le vice-président Damana Diapikas a eu moult fois l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé. Si c'est à partir de Live TV aujourd'hui qui le fait, on est effectivement en droit de se poser des questions. Et il n'y a pas que Live TV. Le PPACI, lorsqu'il est invité par les télévisions, les chaînes de télévision privées à des débats, il envoie des représentants de bonne foi. De bonne foi. Dans l'espoir que les débats qui avaient disparu dans l'espace public en Côte d'Ivoire, après le renversement du président Laurent Gbagbo, puissent revenir pour participer à la démocratie, à l'enracinement en tout cas de la démarche démocratique. Et donc en le faisant, nous sommes de bonne foi. Mais aujourd'hui, nous sommes au regret de constater qu'en face de notre bonne foi, nous avons affaire à des attitudes, des propos. Des attitudes et des propos qui sont outranciers vis-à-vis du PPACI, mais plus graves vis-à-vis de son président, son excellence le président Laurent Gbagbo. Et donc, non seulement nos propres camarades, mais d'autres personnalités nous interpellent sur
la pertinence de notre présence sur ces plateaux-là. En quoi cela aide réellement la démocratie si ce n'est pas pour voir des individus qui, en temps normal, ne peuvent même pas arriver dans les 16 mètres du PPACI, à plus forte raison du président Laurent Gbagbo, déverser leur bile sur d'honorables personnalités et à fortiori sur notre chef, le président Laurent Gbagbo, qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, qui a montré comment être un chef d'État, qui a montré comment être un homme de vision et un homme qui aime son peuple, que des personnes qui sont élues par défaut ou bien des personnes qui, profitant de la pluie, se retrouvent sous le même abri que nous adressent la parole sans en tout cas des personnes qui ont pour la plupart raté leur éducation, qui nous agressent et nous parlent sous le regard bienveillant justement de ceux qui nous ont invités. C'est pour cela qu'avec le président exécutif et avec l'ensemble de la direction, nous allons reconsidérer notre participation à cette plateau. Merci, LG. Pour boucler cette importante conférence de presse, nous cédons le micro au président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Danabéki, pour donner le message du parti et le mot du fait. Merci, chers journalistes et hommes des médias, chers camarades présents dans cette rencontre. Nous vous remercions parce que vraiment, pour l'élevé qu'on vous appelez, vous êtes là. Merci pour votre présence. Je prends la parole pour, après, à la suite de mes camarades. Donc j'ai presque rien à dire parce que le sujet a été développé suffisamment par Picasso. C'était le sujet principal. Le secrétaire général a donné à peu près notre analyse de la situation. Mon rôle, c'est d'intervenir pour qu'à la suite des deux, je puisse donner à peu près la vision du parti. Honnêtement, je dois avouer que ce débat, vous allez dire, ce problème qui vient d'être résumé par le RADP, me gêne et puis ça gêne toute la Côte d'Ivoire. Comment 20 ans après, on nous réveille des vieux dossiers. Alors que Laurent Gbagbo et les Ivoiriens se battent pour un environnement électoral apaisé, assaini. Donc on se pose des questions. Pourquoi aujourd'hui? De plus, pourquoi 2 jours après Dabo? Il y a quelque chose qui se prépare. Et le secrétaire général a dit, on se pose des questions, nous nous posons des questions. Comment, après avoir dit et obligé les Ivoiriens à accepter les élections, les élus de 2010, nous avons souffert. A fait qui a été élu, qui n'a pas été élu. Vous êtes tous témoins. Maintenant qu'on met ce débat de côté pour aborder la phase électorale de façon apaisée, assainie, on réveille les vieux démons. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose. Mais nous, on ne va pas céder à cette provocation. Parce que le débat, on le fera. Et Picasso a donné le ton tout à l'heure. Le débat, on le fera sans fuir. Si c'est le débat, c'est que sont les débatteurs, ils sont toujours là. On ne va pas céder à cette provocation. Nous allons nous focaliser sur ce qui est important pour nous, l'élection présidentielle de 2025. C'est ça qui est notre préoccupation majeure. Donc, camarades, c'est sur cette voie-là que je vous invite. Préparons sainement, tranquillement nos élections. Mais en même temps, sachant que les pièges sur nous seront tendus ici ou là. Sachant en même temps que nous avons des obstacles à franchir. Et ça a déjà commencé. Le militant du PPACI doit être conscient de tout ça et être rivé de façon fondamentale sur l'objectif essentiel. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo appelle les uns et les autres au dialogue. Parce que ces gens de débat, quand on va les réveiller demain, on va peut-être oublier les élections, on va peut-être pas faire les élections, et tu perds. Ça veut dire quoi, tu perds. Et les tenants du pouvoir, par les armes, pour la violence, seront les gagnants. On ne veut plus de ça. Nous voulons des élections apaisées.
Et c'est pour ça qu'il lance l'appel au dialogue, un dialogue sain, un dialogue serein, un dialogue franc, un dialogue pour la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse évoluer dans une ambiance, je veux dire, fraternelle pour les élections et les préparer sainement. Aujourd'hui, nous parlons de Picasso. Picasso aurait pu être arrêté hier. Parce que quand on pense à ce que les uns et les autres déclarent par la suite, notamment à Gumani, on aurait pu trouver un autre motif pour l'arrêter. Bon, Dieu a fait qu'une nuit est revenue, on va s'en contenter. Mais je veux dire que dans un pays, quand on dirige un pays, on dirige aussi les contradictions. C'est la gestion des contradictions qui font la grandeur d'un homme. Si on est incapable de gérer les contradictions, ça n'a pas la peine de diriger un pays. Dans un pays, on n'est pas dans une entreprise où le chef vient, il indique ses orientations, tu n'es pas d'accord, tu sors. Gérer un pays, c'est gérer la population, gérer les contradictions, gérer les ethnies, gérer les religions, gérer tout ce que vous voulez. Ça, on appelle gérer un pays. Même les bigames, les bandits, on les gère aussi. C'est pour ça qu'on a créé la prison, pour les mettre au cachot un peu pour qu'ils puissent revenir à ses nids aussi. Donc, nous appelons le gouvernement à la sagesse pour que ce genre de problème soit réglé dans le dialogue et non dans la répression, non dans l'intimidation, non dans la terreur, non dans l'emprisonnement. Ce n'est pas bon pour les pays. Et le président de la République se bat pour ça. C'est pour ça qu'à son nom, je vais encore retirer ici que nous avons beaucoup de prisonniers d'opinion dans nos prisons. Il y en a beaucoup. Je citerai quelques-uns. Il y a Dessau Charles Ronel qui est en prison pour avoir osé dire que la vie est chère. Il y a Kipé Allemand, c'est bien son nom, qui est en prison pour avoir osé dire que la vie est chère. Et pourtant, la vie était chère et la vie est chère. Gala Kolobi, il est en prison. Pourquoi? Pour avoir exprimé son opinion. Parce que c'est des activistes. Et ils sont nombreux. Je cite que ces deux-là, des trois-là, ils sont nombreux. Nous demandons la libération de nos camarades. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques. C'est pour ça que nous sommes là. Quand on appelle ça, on appelle Picasso, c'est pour le mettre en prison. Donc nous demandons la libération de nos camarades, de tous les prisonniers politiques pro-Gbagbo, mais de tous les prisonniers politiques qui ne sont pas pro-Gbagbo, mais qui sont arrêtés pour leur opinion contradictoire. C'est ça que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. Et avant la libération, comme ça n'est pas encore arrivé, nous demandons au minimum qu'on nous permette de rendre visite à nos camarades prisonniers. Là aussi, à plusieurs reprises, nous avons demandé à rendre visite aux camarades prisonniers qui n'ont jamais accepté. Les familles sont en détresse. Et même sont en détresse. Nous-mêmes, nous sommes angoissés avec eux. Et vous avez vu hier, il y a 2 jours, on nous a appris qu'il y avait une meute à la prison, à la Maca, appelée maintenant PPA, d'Abidjan. PPA. On ne sait pas ce que sont devenus les prisonniers. On ne sait pas ce que sont devenus les nôtres. Tout cela nous angoisse, nous inquiète. Qu'on nous permette de rendre visite à nos camarades. Mais nous demandons surtout leur libération, sans condition. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont en prison. Pour des motifs purement politiques. Pour des motifs d'opinion. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Maintenant, concernant les élections, nous voulons des élections apaisées. Et ne nous ramenez pas en arrière. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation des conditions d'élection apaisées. Et c'est ce que le président Gbagbo nous a dit hier à Dabou. Il avait dit à Malkori, il dit partout il passe. Nous aussi nous le disons ici. Nous voulons des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles et inclusives. Parce qu'il n'est pas bon d'exclure un Ivoirien de la compétition électorale. Ce n'est pas bon. Hier, on nous a chanté sur tous les toits qu'on excluait les gens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette exclusion existe encore en Côte d'Ivoire? Alors pour nous, ça s'est dépassé. Donc, l'exclusion, nous la combattons. Nous demandons des élections inclusives. Voilà ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. Voilà le message que je voulais passer pour la direction du parti, pour dire que nous condamnons ces méthodes, c'est-à-dire dictatoriales, ces méthodes d'un autre âge, qui consistent à emprisonner quelqu'un parce qu'il n'est pas le même avis que nous. Nous condamnons. Nous demandons la libération de nos prisonniers. Nous demandons au moins de rendre visite en attendant qu'on les libère. Nous demandons que l'environnement social, l'environnement électoral soit assaini pour qu'on puisse aller à des élections
juste, transparente, équitable, inclusive, et nous demandons que la Côte d'Ivoire se mette ensemble pour aller à cette élection-là. Bon, avant cela, il est bon de vivre aujourd'hui un dialogue qui nous permettra de régler nos incompréhensions, qui nous permettra de régler nos contradictions et avoir un minimum de consensus pour qu'on puisse aller aux élections tous ensemble, sans stress, et que ces élections soient des élections apaisées. Encore une fois, c'est la vision du président de Gbagbo que nous, PPAC, nous soutenons, que nous encourageons et que nous allons soutenir. Mais retenez bien qu'aucune intimidation n'arrêtera le PPAC dans sa marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Je vous remercie.